laisser la parole aux intervenants pour nous donner leur appréciation de la situation sur les différents dossiers statutaires en cours et les demandes que le 5A CFDT formule. Bon, alors, oui, alors donc, comme convenu, je commence en essayant de... Je vais essayer de remettre un peu en perspective, effectivement, ce qu'est aujourd'hui... ce que sont les lignes directrices de l'action qui est développée par le ministère et en particulier par notre sous-direction en soutien des sujets qui préoccupent plus particulièrement la profession. Avant ça, je voudrais dire 2 ou 3 choses de manière liminaire. Un, d'abord, féliciter Anne pour son élection et indiquer que je forme le souhait que nous continuerons à travailler, j'allais dire, de manière constructive et active ensemble. Et je n'ai de ce point de vue-là aucune inquiétude. Mais en tout cas, félicitations et bon courage à toi pour la nouvelle charge que tu viens de prendre et que tu vas devoir assumer. Deuxièmement, vous dire qu'effectivement, l'exercice est un peu délicat parce que lorsqu'on a évoqué avec Michel il y a quelques semaines le fait de participer à cette table ronde, c'était avant. C'était avant que vous ne décidiez le mouvement de mercredi, c'était avant que vous ne soyez reçu par le directeur de cabinet, c'était avant l'intervention de Michel et son interview d'hier qui dit quand même un certain nombre de choses fortes et qu'il faut... qu'on entend et qui, quelque part, pour certaines d'entre elles, interpellent. Et puis, avant aussi l'intervention d'Anne-Marie Armenteras, notre DGOS, et je dirais même, si tant est que j'avais prévu de vous faire des révélations hier, quelqu'un s'est chargé hier soir d'en faire une à son tour. Donc, pour ce qui est du scoop, c'est un peu difficile pour moi. Mais enfin, tout ça, blague à part, pour dire qu'effectivement, c'est un contexte qui est un peu particulier. Alors, Après, on va en parler. Moi, je vais répondre sur un certain nombre des sujets que vous avez évoqués, sur lesquels on travaille. Les crispations, effectivement, tout ça pour dire que les crispations, on les connaît, on les perçoit, on essaye de les comment dire, non pas de les relativiser, mais en tout cas de démontrer ce qu'est la mobilisation, l'engagement et l'implication des services du ministère à vos côtés pour essayer de faire avancer, contrairement peut-être à ce qui nous est trop souvent reproché, à ce que vous pouvez penser. Troisième chose, c'est pour dire en propos liminaire que j'ai souvent, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire à quelques reprises dans le cadre de réunions de négociations bilatérales qu'on a avec les OS de cadre de direction, simplement pour revenir sur la question du respect de la reconnaissance. Moi, et je ne parle pas, ce que je dis là n'est pas personnel, je le dis au nom, j'allais dire, de notre sous-direction et du ministère. Je ne pense pas que d'une manière ou d'une autre, il puisse être considéré qu'il y ait un manque de respect et un manque de reconnaissance vis-à-vis de la profession dans à la fois les responsabilités qui sont exercées et dans la manière dont on essaye de faire avancer un certain nombre de dossiers et de demandes statutaires. Que les choses n'avancent pas assez vite, on peut l'entendre à votre goût. Que les choses n'aillent pas toujours aussi loin que vous pourriez le souhaiter, je peux aussi l'entendre. En tout cas, et notamment, je dis ça notamment parce qu'on sait quand même qu'on est dans un contexte qui est à la fois, qui est un contexte qui met parfois le système sous tension pour les raisons à la fois budgétaires, pour des raisons éventuellement d'équilibre social, et puis pour des raisons liées aux transformations que le système est en train de connaître avec la mise en place des GHT. Donc on connaît ce contexte-là, on connaît l'engagement des corps de direction pour participer à aucun moment ces choses-là n'ont été niées, et c'est pour ça que je voudrais simplement dire que derrière la philosophie, l'état d'esprit qui est celui dans lequel nous nous engageons dans les dossiers à vos côtés, à aucun moment je ne voudrais qu'il y ait à penser qu'il puisse y avoir ni manque de respect ni manque de reconnaissance. Alors après, effectivement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, si on veut remettre un peu les choses en perspective, qu'est-ce qui fait à vos côtés l'actualité de notre ministère et en particulier de notre sous-direction ? Il y a évidemment la mise en place de la loi de modernisation.
avec, pour ce qui concerne plus particulièrement les sujets qui vous préoccupent, la mise en place des GHT, et puis c'était évoqué dans un certain nombre de vos productions de manière un peu secondaire par rapport à vos préoccupations, mais néanmoins importante pour nous, la mise en place du droit syndical pour les personnels médicaux, représentativité et représentation, alors qu'aujourd'hui, vous savez qu'il n'existe pas de structure pour l'expression de ce droit. Et puis, en complément aussi, puisque c'est un élément important, création de la CCN unique et mise en œuvre depuis quelques semaines. Deuxième sujet, et là on commence à converger, à se diriger vers les sujets d'ordre plus statutaire, la mise en œuvre du protocole PPCR. Alors, on sait que c'est un sujet majeur pour les directeurs des ressources humaines dans les établissements, mais c'est aussi pour nous, puisque ça concerne à la fois un certain nombre, les corps de direction, mais ça concerne évidemment tous les statuts de la fonction publique hospitalière. Et c'est un chantier qui est un chantier sur le plan, j'allais dire, réglementaire assez considérable. Et puis c'est un chantier dont on ne peut ignorer l'existence, puisqu'il va venir à un moment donné en résonance avec un certain nombre de discussions statutaires, puisque une des règles qui est posée dans le cadre de la fonction publique, c'est aujourd'hui, l'objectif, c'est d'abord et avant tout, avant d'ouvrir des chantiers de revendication catégorielles, c'est la mise en œuvre de PPCR, et un certain nombre de vos représentants ont souvent entendu dans diverses réunions de négociation ou au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière la thématique PPCR, tout PPCR et rien que PPCR. Alors, c'est là où j'atténuerai mon propos, parce que ça n'est pas dans les faits rien que PPCR, puisque, vous l'avez évoqué, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous travaillons qui sont en process et sur lesquels on avance. Concernant, troisième sujet, la mise en place donc, de manière un peu plus spécifique des GHT, il y a plusieurs textes qui sont actuellement et qu'on a concertés et sur lesquels on voudrait, pour peu qu'il y ait un minimum de consensus, aboutir dans le cadre de l'accompagnement de l'exercice des fonctions de direction dans le cadre des GHT. Des mesures d'accompagnement dans le cadre éventuellement de perte d'emploi fonctionnel, les problématiques liées à l'indemnité d'intérim, à l'indemnité de direction commune. Ces sujets-là, on les travaille. Des propositions de textes ont été soumises à la concertation, ont été débattues avec les organisations syndicales représentatives des directeurs, et on a l'espoir que, j'allais dire d'ici la fin de l'année, mais de toute façon la fin de l'année nous amène quand même à un horizon relativement proche maintenant, on puisse proposer à la validation du cabinet ces projets de décret. Ensuite, les dossiers statutaires que vous avez identifiés, il y en a un certain nombre qui sont engagés, voire très engagés. Le texte sur les emplois fonctionnels, le directeur et les échelons sommitaux, effectivement, on attend de manière imminente la publication. Donc je pense que dans l'ensemble des sujets qui ont été abordés, il faut être capable de faire la part des choses entre ceux qui sont engagés, si ce n'est très engagés, pour certains. Celui-ci, il a été signé par notre ministre à la fin du mois d'octobre, je l'ai vérifié, donc à la fin du mois d'octobre. Donc comme on est sur une procédure de contre-seing, c'est parfois un peu long, ça fait appel à la signature d'autres ministères, mais enfin, le contenu du texte est défini, 2, les validations sont obtenues, et 3, on est même dans un niveau extrêmement avancé dans la procédure de promulgation. Deuxièmement, on a 2 textes auxquels vous avez fait référence qui concernent les directeurs d'hôpitaux et les DG de CHU, qui sont au guichet unique, donc pour lesquels la procédure de concertation avec les acteurs est achevée et pour lesquels nous attendons désormais, et donc ça fait l'objet d'un certain nombre d'échanges interministériels au cours de ces derniers jours qui ont été engagés pour obtenir la validation du guichet unique et permettre d'aller plus loin dans la procédure de promulgation. Donc l'un concerne le statut des directeurs généraux de CHU et le second concerne, je sais que c'est un texte, ce sont des mesures qui sont attendues depuis longtemps, je crois que Michel a évoqué les échéances, enfin le printemps 2015, sur l'alignement sur les administrateurs civils et la simplification du graphe. Donc là, on est à un niveau
un peu moins avancé, puisque je vous évoquais la nécessité d'une validation, encore d'obtenir une validation interministérielle sur ces sujets, mais on est à un niveau qui est quand même relativement poussé dans l'élaboration du texte et des mesures. On a par ailleurs deux sujets. C'est pour ça que je trouve que le paradoxe, c'est qu'à la fois on entend qu'on n'est pas entendu et que ça ne va pas assez vite peut-être, mais le nombre des sujets que vous avez listés et sur lesquels je suis en train de répondre, c'est des sujets qui sont sur la table et sur lesquels on avance, c'est-à-dire sur lesquels, j'allais dire, non seulement la discussion n'est pas fermée, mais en plus les travaux sont largement engagés. On a deux autres textes qui vous tiennent à cœur et qui sont là aussi en phase de concertation interministérielle. C'est un texte qui porte sur les attachés. Donc il y a à la fois le décret qui applique PPCR aux attachés à partir de janvier 2017, mais pour laquelle la demande complémentaire porte sur la création d'un graphe. Donc là, et ça a été dit à plusieurs reprises, il y a un accord de principe de notre ministère et du ministère de la fonction publique pour la reconnaissance du graphe des attachés. Une des difficultés sur lesquelles on bute actuellement est liée aux modalités opérationnelles les plus adaptées à mettre en œuvre pour permettre de créer ce graphe, sachant qu'aujourd'hui, les attachés n'étant pas un corps à gestion nationale, on se trouve confronté à des difficultés, mais comme ça a pu être le cas aussi dans la fonction publique territoriale, on se trouve confronté à des difficultés. Simplement, sachez-le, dans la fonction publique territoriale, un des choix qui a été fait a été d'exclure, je crois, si mes informations sont bonnes, d'exclure de la possibilité d'accès au graphe les attachés qui exercent dans des communes situées sous le seuil de 10 000 habitants. C'est-à-dire que de fait, ça exclut toute une partie des attachés de la possibilité. Et qu'aujourd'hui, y compris notamment parce que nous avons discuté avec vous, avec les autres organisations syndicales représentatives au Conseil sup, on comprend qu'il n'y a pas de convergence et de consensus pour imaginer un dispositif concernant le graphe des attachés au sein de la FPH qui exclut, comme ça a été fait dans la fonction publique territoriale, de fait, tout un volet des attachés qui, par exemple, exerceraient dans des petits établissements, enfin dans des établissements qui ne comprennent pas beaucoup d'attachés. Donc on est en train de chercher, de concert avec la fonction publique, le ministère de la fonction publique, la meilleure formule, mais je redis qu'il y a convergence de nos deux ministères pour créer les conditions de la création d'un graphe pour les attachés. Et puis, on a par ailleurs un texte effectivement sur les ingénieurs qui, de la même manière, viendrait appliquer PPCR et je n'aurais pas tout à fait tendance à dire aligner le régime des ingénieurs hospitaliers sur ceux des ingénieurs de l'État parce que la structuration des corps n'est pas la même, mais aligner en tout cas les grilles, aligner les grilles, ce qui permettrait à ce moment-là d'aller, c'est pour ça que je disais tout PPCR et rien que PPCR, en l'occurrence là, dans une mesure comme celle portant sur les ingénieurs, on irait au-delà de PPCR puisqu'il y aurait un alignement de grilles sur celle des ingénieurs de l'État. Sujet suivant, le régime indemnitaire des élèves directeurs. C'est un sujet pour lequel nous sommes en train d'analyser des propositions qui nous ont été faites par le ministère de la fonction publique. Donc là aussi, le sujet est embarqué et je dois reconnaître que si parfois on trouve que les choses vont trop lentement. Là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, elles sont à notre niveau. Je dirais même qu'elles sont à mon niveau en termes de validation et que je suis un peu le premier responsable de l'absence sur les dernières semaines, de déblocage de ce dossier. Mais enfin, il est en main, des propositions sont faites et j'ai bon espoir que l'on puisse débloquer ça assez rapidement. Alors après, il y a des sujets, là j'ai évoqué des sujets sur lesquels on était avancé, voire très avancé. Il y a des sujets sur lesquels on l'est un peu moins, mais qui sont des sujets qui ont été évoqués, je crois, mercredi avec le cabinet de la ministre. C'est effectivement le statut des directeurs de soins.
il y a un texte qui devrait passer au Conseil sup de la fonction publique hospitalière le 12 décembre, qui porte sur l'application de PPCR au directeur de soins, mais on sait que dans les conditions actuelles, c'est un texte qui n'emporte pas l'adhésion des organisations syndicales et donc qu'on est en train de réfléchir au moins à court terme à l'améliorer et puis à engager, le cas échéant, comme l'a dit le directeur de cabinet, une réflexion un peu plus structurelle. Et puis, il y a le sujet sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui, puisque vous avez largement eu l'occasion d'en débattre avec Étienne Champion, mercredi après-midi, qui est le sujet de l'unicité des corps. Donc voilà, ça fait quand même, ça ne répond probablement pas à toutes vos attentes, mais ça fait quand même un certain nombre de sujets qui, encore une fois, je le répète, sont bien en main, sur lesquels nous poussons pour le faire avancer. Je ne sais pas si c'est... ça me faisait sourire, je ne me souvenais plus que j'étais issu de la promotion Marcel Proust, donc je ne sais pas si nous sommes aujourd'hui à la recherche du temps perdu, mais toujours est-il que vous pouvez compter, vous devez savoir et vous pouvez compter sur nous pour, porter ces textes. Quand on a des divergences de vues, on les exprime, et c'est régulièrement, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on porte vos revendications de principe, on échange avec vous sur les revendications, on est systématiquement dans la posture, à un moment donné, d'expliquer pour quelles raisons on pense qu'un certain nombre d'entre elles sont à la fois, j'allais dire, légitimes ou justifiées et assumables, et portable en interministériel. Quand on n'est pas d'accord, on le dit aussi. Mais là, et c'est de la même, j'allais dire, avec la même franchise et la même clarté que je vous dis que ces textes-là sont en main, on les porte et on se mobilise pour essayer d'obtenir les meilleurs arbitrages possibles pour les corps de direction que vous représentez. Voilà, j'ai été un peu long, mais enfin, je sais qu'il y avait un certain nombre d'attentes, des attentes fortes sur ces questions statutaires, donc je me suis efforcé quand même de balayer de manière assez large ce sur quoi nous étions engagés. Madame Toupillet, merci Mathias Elmerton. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Tout d'abord, je voulais au nom du CNG, en mon nom personnel, saluer la nouvelle secrétaire générale, Anne Meunier, lui dire le plaisir que nous avons à travailler avec elle depuis de nombreuses années. Elle est très présente, très permanente, très convaincue. Je crois que vous avez raison de la saluer. C'est un engagement nuit et jour. On se téléphone, il est souvent très tard, il est souvent très tôt. Donc je voulais vraiment saluer tout son engagement, sa fidélité à votre cause, la fidélité à la cause des directeurs, des médecins. Je crois que vraiment vous avez fait un excellent choix. Et donc je lui souhaite bon vent, plein succès dans ses nouvelles fonctions. Et nous aurons le plaisir de continuer la route ensemble. Donc je voulais lui dire au nom de toute l'équipe du CNG, j'en profite pour rendre hommage. Je regrette, je ne vois pas Michel Rosenblatt, mais en votre présence, il est KO ou quoi depuis hier soir ? En votre présence, je voulais vraiment rendre un hommage tout particulier à Michel Rosenblatt. Ça a été une très grande aventure, qui n'est pas finie pour nous quand même, à titre amical aussi. Michel Rosenblatt est un homme d'une très haute qualité, d'un très haut niveau de compétences, d'un très grand sens des responsabilités, d'un sens élevé du service public, auquel il est fidèle depuis toujours. Je crois que c'est extrêmement important. C'est un homme d'honneur, c'est un homme de dignité, c'est un homme de courage. Toujours très déterminé. Il s'est engagé pour la cause, il s'est engagé résolument depuis toujours aux côtés de la CFDT, dont une représentante est ici aujourd'hui, représentante d'une autre fonction publique, partenaire. Donc je voulais vraiment dire l'estime, la considération et la reconnaissance que l'État doit à Michel Rosenblatt. Je crois que c'est très important de le dire. Remercier Michel pour l'action très exemplaire qu'il a eue au titre syndical, à titre personnel, à titre professionnel, tout au long de son parcours, qui n'est pas fini. Et je voulais lui dire tout simplement que nous lui souhaitons le meilleur pour demain. Nous emploierons à accompagner ce meilleur pour Michel. Il le mérite, nous lui devons. Merci beaucoup pour lui. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Donc vous le saluerez pour moi et pour toute l'équipe du CNG, bien évidemment. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Mathias Alberton et vous donner quelques flashs pour ce qui concerne finalement la vie du CNG qui vous accompagne dans vos parcours, dans vos carrières, dans les difficultés que vous pouvez rencontrer les uns et les autres. Et avant de tenir mon propos, je voulais saluer tous les directeurs, tous les médecins, tous les cadres, tous les personnels hospitaliers, de l'engagement qui a été très exemplaire et particulièrement celui des directeurs dans la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. C'était une course contre le temps, vous l'avez gagnée. Maintenant, il faut mettre en œuvre, il faut vous accompagner, il faut vous soutenir. Et je voulais vous dire que nous serons collectivement là pour le faire. Donc, dans la vie des instances, Mathias l'a dit tout à l'heure, finalement, nous avons quand même un événement en cette fin d'année 2016 qui a été la mise en place du premier comité consultatif national des directeurs. Vous savez que nous sommes, et vous êtes héritiers avec nous, de 3 comités consultatifs nationaux, qu'en 2010, nous avons fait un référentiel métier commun. C'était un moment très historique qui doit se prolonger dans la conscience que l'encadrement supérieur, ça a un sens, ça a du bon sens, et ça doit unifier un petit peu la dynamique statutaire des uns et des autres. Nous avons pris le pari, et nous avons fait le pari en 2010, finalement d'unifier autour d'un répertoire commun des métiers des dirigeants de la fonction publique hospitalière, les 3 corps de directeurs, les DH, les D3S et les directeurs des soins, dont j'ai eu le plaisir de les accueillir en juillet 2010 en gestion nationale. Je crois que c'était un événement très important qui a hissé finalement cette logique de l'intercorps des directeurs et qui a sa logique aussi puisqu'il y a des droits de passage avec les tours extérieurs qui vont de l'un à l'autre par des systèmes de détachement qui vont de l'un à l'autre. Donc nous avons essayé de rendre le système cohérent. Dans la deuxième ligne, finalement, on aura attendu 6 ans, mais nous venons de faire le premier comité consultatif national commun. Nous l'avons mis en place en même temps, enfin, le même jour que la première commission nationale des conditions de travail des directeurs. C'est une première, je me permets de le souligner au plan interfonction publique, puisque nous avons une revendication, pas plus tard que notre dernier conseil d'administration qui a eu lieu cette semaine, des médecins qui se disent, voilà, les directeurs ont cet univers nouveau qui se crée, donc nous souhaiterions aussi avoir une amplification du mouvement pour les praticiens hospitaliers, de la même manière, compte tenu des temps d'exigence qui sont les vôtres, il est très important que nous ayons lancé ce comité des conditions de travail qui a fait sa deuxième réunion donc cette semaine et sur laquelle la semaine dernière, je ne sais plus parce que le temps tourne très très vite cette semaine. Nous avons donc travaillé, je le crois, de manière énergique, dynamique, et les 2 premiers sujets qui nous ont interpellés, c'est d'une part la mise au point d'une charte sur l'éthique du management et la responsabilité, qui est chère au 5A CFDT, puisque vous êtes les historiens finalement de cette proposition que vous avez faite dans les années 2010 de mémoire, que nous sommes réappropriés avec vous dans le cadre du pacte de confiance pour l'hôpital et dans le cadre du groupe de travail que j'animais, dialogue social et ressources humaines. Le SMPS également a apporté une contribution complémentaire récemment. Et nous allons essayer de finaliser pour la première réunion de l'année 2016 cette charte de l'éthique et du management et de la responsabilité qui est un point extrêmement important, surtout dans ces temps d'exigence où il est très important de savoir se situer et que le rôle de l'État soit bien défini et celui des établissements aussi, dans les principes d'autonomie qui restent juridiquement constitués. Donc je crois que c'est un élément extrêmement important. Nous avons le CCN qui est très actif, il va se réunir en décembre, donc nous avons des réunions un peu coup sur coup, notamment pour la détermination du nombre de places aux concours nationaux des 3 corps de directeurs, mais également des attachés pour la part qui les concerne, mais particulièrement des 3 corps de directeurs. Et nous allons présenter également le bilan de la prime de fonction et de résultats. Et nous avons fait donc une première, puisque nous avons l'unicité du CCN qui est organisée. Nous avons donc fait à la fois donc une PFR qui est déclinée, expliquée corps par corps, mais
nous avons essayé de faire des tableaux qui montrent le regard croisé entre les corps. Sont-ils traités de la même manière selon qu'ils sont dans des typologies d'établissements déterminés? Donc vous aurez ces éléments qui vous seront présentés, ainsi que toutes les logiques de mouvement et de mobilité qui sont très importantes dans le corps des directeurs de la fonction publique hospitalière. Nous battons quand même des records de mobilité tant à l'intérieur de la fonction publique hospitalière qu'à l'extérieur de cette fonction publique. Donc je voulais le dire. Sur les CAP, donc, que nous allons amorcer au mois de décembre, entre décembre et les instances de début d'année, le GRAF, la nouvelle vague de GRAF pour les directeurs d'hôpital, avec des critères qui ont été particulièrement concertés, des critères qui sont relativement stables, visibles, et qui permettent donc d'engager une dynamique, de permettre aussi de servir tous les directeurs méritants qui partent prochainement à la retraite. C'est un point important, avec un taux de renouvellement majeur, mais qui permet aussi d'avoir une dynamique pour que d'autres puissent récupérer ces quotas qui vont permettre à d'autres de pouvoir donc avoir un avenir de carrière prometteur. Nous avons dans les dispositifs qu'indiquait Mathias Alberton, le dispositif accompagnement au groupement hospitalier territoire. Il a été demandé en juin dernier au CNG, qui a présenté d'ailleurs une proposition dans les jours qui ont suivi à son conseil d'administration du 12 juillet 2016, d'avoir un dispositif d'accompagnement aux directeurs et aux praticiens hospitaliers dans le cadre donc de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire au travers du développement à la fois des accompagnements individuels, mais également des accompagnements collectifs, avec tous les ateliers thématiques qui sont en route. Donc un effort particulier va être développé au cours de l'exercice 2017 pour faire de l'accompagnement à la mise en place de ces groupements hospitaliers de territoire. On voit qu'il y a des perturbations, des incertitudes qui restent sur le terrain, et nous essaierons donc d'apporter notre pierre à l'édifice de manière importante. Dans les dispositifs d'accompagnement également, je voulais souligner les premiers accompagnements que nous faisons, qui sont destinés aux chefs d'établissement qui prennent le premier poste de chefferie, qui est en route aujourd'hui et sur lequel nous pourrons faire des évaluations, je le crois, utiles et éclairantes. Nous avons également plusieurs missions en route. Je vois Henri Poissignon que je salue. Il est un peu personnel appartenant au CNJ, donc j'en profite pour le saluer. Il travaille sur un important sujet qui est le vivier des directeurs dans les missions spécifiques qui nous sont demandées. Il élargit le champ du possible et nous essaierons donc de conclure et de travailler sur le droit de suite pour que tout ceci soit bien efficace. Également, je précise que nous avons, avec vos organisations et avec votre organisation en particulier, donc travailler sur un autre univers qui est expérimental. Nous sommes en train de l'évaluer aujourd'hui, qui a été de sélectionner un petit échantillon de directeurs qui, au moment des shortlists, se retrouvent sélectionnés, sont classés en 2e et 3e position, de manière très fréquente, et finalement n'arrivent pas à transformer l'essai. Donc merci, il y en a peut-être dans la salle, merci à ceux qui se sont livrés à cette exploration à la loupe finalement, qui nous ont apporté beaucoup d'éclairage. On est en train d'évaluer cette première vague pour savoir comment nous pouvons systématiser des accompagnements en dynamique de carrière et en parcours professionnel. Sur les éléments également, nous avons un travail de recherche en cours sur comment détecter et comment optimiser, comment soutenir et accompagner les potentiels et les hauts potentiels dans les 3 corps de directeurs, qui est un travail de recherche que nous menons en partenariat avec l'EHESP, et nous aurons en 2017 les premiers résultats de cette étude qui regarde aussi ce qui se passe dans le privé, ce qui se passe à l'international, dans l'Europe en particulier, pour que nous puissions donc essayer d'avoir des systèmes de repérage rapides et efficaces. Je précise que nous avons le plaisir avec la DGOS d'aller le 6 décembre prochain à la sortie des élèves directeurs, puisque nous avons 4 corps qui sont concernés, les élèves directeurs DH, D3S, directeurs des soins et attachés, qui sortent donc de la promotion. Moment très attendu, je voulais dire que nous avons fait un effort particulier, soutenu d'ailleurs par vos organisations, pour repérer un nombre de postes suffisant, largement suffisant, pour que chacun puisse retrouver éventuellement un intérêt de positionnement dans son premier poste. Sur le séminaire des directeurs, vous savez que Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé a décidé en mai dernier d'engager
un séminaire des directeurs. Nous nous voyons prochainement, c'est piloté par la DGOS. Nous sommes associés, donc EHESP et CNG sont étroitement associés, avec donc un cycle qui va s'ouvrir de réflexion, à la fois au plan national et au plan régional. Donc vous serez largement conviés les uns et les autres à ce moment de rencontre qui est très important, puisque dans la séquence notamment du CNG, nous allons traiter avec vous de tout ce qui touche à la formation, au recrutement, finalement l'avenir, comment il se dessine, tout ce qui va être le parcours professionnel et qui va nous aider à réfléchir finalement demain, quel métier de directeur, comment se reconfigureront demain les emplois fonctionnels, comment nous allons tracer l'avenir et la carrière de ceux qui sont et de ceux qui rentreront dans le corps des directeurs d'établissement. Je voulais préciser également que nous avons, dans le cadre de la loi du 26 janvier 2016, été largement servis en mission complémentaire au CNG, puisque nous avons donc à la fois chez le directeur, mais également chez les praticiens hospitaliers, puisque le CCN est issu de cette loi, la commission des conditions de travail l'est tout autant, même si nous sommes dans la commission des conditions de travail accompagnateurs de la DGOS et de la Direction générale de la cohésion sociale pour la partie sociale. Nous avons également, dans le cadre des directeurs, plus particulièrement, mais également praticiens hospitalo-universitaires, nous avons, peut-être que vous n'avez pas vu l'article qui paraît un peu anodin, mais qui ne l'est pas tout à fait, nous avons historiquement, dans les statuts rattachés au CNG, le statut d'emploi des conseillers généraux des établissements de santé, dans lesquels se trouvent un certain nombre de directeurs généraux, ex-directeurs généraux, ex-directeurs d'établissements emploi fonctionnel, aujourd'hui, et nous avons une gamme finalement qui s'est diversifiée, puisque vous savez que le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé a vocation à disparaître, il est placé en cadre d'extinction. En lieu et place, il y a eu une forte négociation qui a été faite pour qu'il y ait des quotas d'entrée à l'IGAS. Donc il y a des directeurs aujourd'hui, ex-directeurs généraux, ex-directeurs d'établissements sur emploi fonctionnel qui rentrent dans le dispositif de l'IGAS. Donc ils quittent la fonction publique pour devenir fonctionnaires d'État et intégrer directement l'IGAS. Mais à côté de ce groupe, disons, État appartenant, nous avons également des directeurs, des praticiens ou des hospitalo-universitaires, plus particulièrement des directeurs qui finalement vont aller à l'IGAS, vont être mis à disposition de l'IGAS à partir du corps de directeurs et qui vont donc s'engager dans ce que l'on appelle les inspecteurs généraux en service extraordinaire, les inspecteurs en service extraordinaire ou les inspecteurs au titre de l'article 16, ce sont les directeurs qui sont mis à disposition. Donc c'est une gamme nouvelle qui arrive, qui est issue de la loi, dont nous allons avoir la gestion également, puisque le tout fera finalement l'ancienne configuration numérique des CGES va se transformer en 2 ou 3 gammes différentes pour que les directeurs puissent éventuellement intégrer les corps d'inspection et de contrôle de l'État. Voilà ce que je voulais dire sur le plan général. Et je crois que je vous ai à peu près tout dit de ce que je voulais dire d'essentiel. Sur les évaluations, donc nous sommes en train de remonter les évaluations des directeurs au titre de l'exercice 2015. Ça commence à rentrer bien. Nous sommes en fin d'achèvement de processus, heureusement, parce qu'il faut que nous commencions à travailler sur la campagne prochaine. Donc nous aurons l'occasion de faire, bien sûr, les bilans que nous faisons régulièrement. Nous sommes sur un dispositif, je le précise également, d'application de la loi sur les médecins. Nous avons, notamment chez les médecins, la loi du janvier 2016 nous a demandé de prendre en charge les praticiens remplaçants. Donc il faut que vous sachiez, notamment pour les chefs d'établissement, que va rentrer en gamme en 2016, probablement à partir de la fin du dernier trimestre 2017, à la fin du dernier trimestre 2017, nous allons constituer finalement un pool de remplacement de médecins. Ce sont des praticiens temps plein, volontaires, qui seront placés dans une position de remplaçant, qui est une nouvelle position statutaire qui a été créée de manière spécifique. L'effectif cible, c'est d'avoir rattaché au CNG administrativement et financièrement environ 500 praticiens à terme,
probablement sur une échelle de temps qui pourrait aller de 3 à 4, 5 ans, qui serait placé auprès des régions et qui serait chargé de mission par les ARS en fonction de la nécessité des états de besoin des établissements. Ceci a vocation à suppléer pour partie les nombreux intérims qui sont exercés dans les établissements, avec un système d'encadrement d'ailleurs de l'intérim qui est associé dans la loi, comme vous avez pu le voir. Donc nous rentrons dans ce dispositif-là. Pour les praticiens hospitaliers, nous mettons au point, nous avons mis au point de manière expérimentale, il y a peut-être des directeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons donc des établissements expérimentateurs qui nous ont aidés à définir un applicatif de gestion qui va être très utile pour les chefs d'établissement et les directeurs adjoints, mais également pour l'ARS et le niveau national CNG, le ministère, qui est un logiciel de gestion des postes et des effectifs de personnels médicaux, qui n'est pas seulement lié aux titulaires, aux stagiaires probatoires, mais également à tous les contractuels que le CNG ne gère pas. Mais vous aurez des photographies, vous allez accéder pour la première fois à des données que vous n'avez pas, puisque vous avez une gestion un peu aveugle des praticiens hospitaliers aujourd'hui, notamment pour la part qui concerne le CNG. Vous accéderez à toutes les données nominatives concernant ces praticiens, ce qui va permettre que vous puissiez avoir des traitements simultanés, des bilans, du temps réel qui va vous être donc offert. Et merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes également en train d'expérimenter ce dispositif sur les GHT. Pour les directeurs, enfin, et j'en termine, nous avons une applicatif de gestion JDES qui est très vieillissante et donc elle est la priorité 2017 du programme, dans lequel nous insérerons bien entendu les éléments structure, direction commune, tout ce qui va être les GHT qui vont être constitués, et nous espérons développer dans les suites de cette application revue et corrigée, nous espérons faire un Logidir qui permettra de vous dire finalement qui est où, combien et jusqu'à quand, puisque les projections retraites sont intégrées dans le programme et les calculs peuvent se faire de manière automatique. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant et en vous souhaitant bon courage et bonne fête. Merci Madame Coupillet. Je passe tout de suite la parole à Mylène Jacot pour un discours peut-être moins consensuel que ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tout allait bien. Voilà. Tout d'abord, vous remercier de l'invitation et du coup de me donner l'occasion de rappeler un certain nombre de choses qui sont portées par l'ensemble de l'organisation sur la fonction publique. Et à mon tour, saluer aussi l'élection de Anne, qui du coup a disparu. Voilà. Mais elle est déjà au travail. Mais saluer aussi le travail qui se fait de construction, mais aussi de portage, j'ai envie de dire, des revendications, notamment autour de la mise en œuvre de PPCR, travail qui ne peut se faire que en bonne intelligence entre votre syndicat, votre fédération et la CFDT Fonction Publique, qui est une union de fédérations. Donc je vais vous dire quelques mots sur justement ce qu'est l'UFA. Alors, on a pris un nom de scène, hein, qui est celui de CFDT Fonction Publique, qui est un peu plus, comment dire, immédiatement compréhensible, y compris quand on est amené à s'adresser, à s'exprimer publiquement. On est une organisation qui regroupe les 10 fédérations de la CFDT qui ont des fonctionnaires ou des agents publics dans leur champ de syndicalisation. Et aussi bien la structuration que les revendications qu'on porte sont le reflet de nos réflexions à un moment donné. Et que le tableau qui a été dressé par Mathias Alberton montre que l'ensemble de la fonction publique, et votre secteur particulièrement, est quand même dans un contexte en fort mouvement. Et c'est aussi ce qui peut expliquer non seulement les revendications que l'on porte, mais cette sensation, comment dire, un peu d'énervement, quand on constate les délais de mise en œuvre et d'écoute même portés à certaines de nos revendications. Que déjà pour les construire,
il faut du temps, pour reprendre la question du temps. Pour les faire aboutir, il en faut encore plus. Par exemple, quand elles se concrétisent au travers d'un protocole tel que celui intitulé Parcours professionnel, carrière et rémunération. Mais quand on voit que la mise en œuvre prend encore une fois, elle aussi, du temps, on se dit qu'on est déjà en retard par rapport au moment où ces revendications ont été réfléchies et élaborées. Si nous sommes une union des 10 fédérations, c'est bien parce que nous pensons à la CFDT aussi qu'il n'y a non pas 3, comme j'ai pu l'entendre dire, fonctions publiques, mais bien une fonction publique, avec des personnels et des agents qui sont tous soumis aux mêmes règles statutaires, même s'il peut y avoir quelques différences et quelques particularités à chacun des 3 versants, mais n'empêche que le titre 1 du statut s'applique bel et bien à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics. Et qu'il y a un deuxième sujet dont nous sommes porteurs à la CFDT, c'est celui de la mobilité professionnelle. Les uns et les autres dans vos interventions, et y compris dans vos présentations, avaient fait état de parcours qui ne sont pas uniformes, de parcours qui sont riches de la diversité de passages, y compris d'un versant à l'autre de la fonction publique. Et que il y a un des éléments qui, par exemple, n'a pas été cité dans le parcours de Mathias Alberton, mais c'est de passer du versant hospitalier au versant territorial et maintenant au versant État, puisque la DGOS fait partie du versant État. Parfois, il faut le rappeler. Voilà. Donc, on voit bien que pour l'ensemble des adhérents du 5AS, cette question des parcours professionnels est un vrai sujet. Et que l'un des éléments qui permet des parcours professionnels aussi riches et dont les agents sont acteurs, c'est bel et bien de pouvoir avancer vers une harmonisation des statuts et des schémas statutaires. Et c'est la chose qu'apportait la CFDT tout au long de la négociation du protocole sur les parcours professionnels, et d'ailleurs le titre l'inclut, et on a pu le faire inscrire. Alors, un petit mot sur la question du temps. Ce protocole, il a été négocié pendant de très longs mois. Je peux vous l'assurer et en témoigner. Il est connu publiquement dans sa version définitive depuis le 20 juillet 2015. Et la décision de le mettre en œuvre après l'épisode un peu chaotique de la signature majoritaire, pas majoritaire, etc., en tout cas, la décision de l'appliquer a été annoncée le plus publiquement possible sur les ondes par le Premier ministre tout début octobre 2015. Nous sommes aujourd'hui fin 2016. Et on voit bien que certains ont du mal peut-être parce qu'ils ne se sont pas saisis des réflexions depuis suffisamment longtemps sur ce que pouvaient être des parcours au sein de la fonction publique, à mettre en œuvre certaines dispositions qui existaient, y compris préalablement à ce protocole. Je pense notamment au graphe des attachés. Et que, dans l'esprit de ceux qui ont à négocier au niveau de la fonction publique, jamais aucune organisation syndicale ne s'est exprimée et n'a même porté cette idée que l'un des versants pourrait constituer un modèle que d'autres versants seraient sommés de mettre en œuvre. Et que des parcours et des schémas statutaires ne peuvent se construire que dans le cadre d'un échange et d'un dialogue social approfondi et de qualité avec les agents. C'est la raison, entre autres, pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration. On ne serait pas comme ça une structure complètement hors sol, mais nous travaillons bel et bien en étroite collaboration avec l'ensemble des fédérations de la CFDT, et y compris avec le 5AS. Et d'ailleurs, sur la question du graphe des attachés, je peux vous assurer que nos échanges sont assez fréquents et nourris sur le sujet.
La mise en œuvre du graphe, on entend bien qu'elle puisse poser quelques difficultés, mais là encore, et vous l'avez très bien dit sur la question des directeurs et du coup de la réflexion sur les conditions d'éligibilité pour l'accès, que ce soit au grade ou aux échelons contingentés, la réflexion, elle doit bel et bien se mener en termes, encore une fois, de parcours. Et que le choix qui a été retenu sur le versant territorial, mais qui est aussi le choix qui est celui qui est à l'œuvre sur le versant État, sont conformes à ce qu'est le graphe, qui est bien un grade à accès fonctionnel, qui est là pour reconnaître certaines fonctions et certaines prises de responsabilité, et y compris sécuriser les agents qui, à un moment donné dans leur parcours, auront pris ces responsabilités, auront pris des postes exposés. Ça permet de les sécuriser en termes d'indices le jour où ils souhaitent revenir sur des postes moins exposés et où donc, il nous semble à la CFDT qu'on doit aussi pouvoir avoir ces parcours-là sans que ce soit forcément perçu soit comme un échec, soit comme une punition pour ceux qui à un moment se diraient « voilà, c'est bon, voilà, j'ai assez donné ». Parce que ça aussi, ça peut arriver, et on doit l'entendre, et pour autant, les compétences qui auront été acquises doivent pouvoir continuer d'être reconnues. Donc voilà un peu, résumé très rapidement, un certain nombre de choses que je souhaitais rappeler. Un autre petit mot, davantage sur la question des statuts de direction, mais qui nous renvoie sur l'ensemble des trois versants à ce qui se passe sur la mise en œuvre de PPCR. Vous avez dit à fort juste titre qu'on nous répète un peu comme une forme de mantra, PPCR, tout PPCR, mais rien que PPCR. Alors vous avez dit, il n'y a pas rien que PPCR. Oui, c'est vrai, il n'y a pas rien que PPCR, mais nous rappelons, et c'est pour ça que je devrais vous quitter à 11h, parce que la mise en œuvre de PPCR prend du temps et n'est pas complètement achevée, nous pensons aussi que malheureusement, il n'y a pas tout PPCR, et que je peux vous dire que quand nous avons fait le choix de signer le protocole, nous avons aussi fait le choix de nous engager à veiller à ce que ce protocole soit mis en œuvre, parce qu'une signature, ça engage, et que tout le monde a signé ce protocole physiquement, ou a fait le choix de ne pas le signer, et du coup, effectivement, ça libère d'un certain nombre de contraintes pour les non-signataires, mais que pour les signataires, il nous semble que dans l'intérêt des agents que nous représentons, il convient de mener le travail jusqu'au bout et de ne pas penser que parce que c'est signé, tout va rouler tout seul. Et donc sur ce pas tout PPCR, pour l'instant, la question des corps d'encadrement est l'un des sujets sur lesquels nous avons du mal à avancer sereinement. Il peut être tentant de penser que les cadres sont déjà bien servis et que la priorité serait à mettre sur d'autres corps ou catégories. Nous avons partagé ce choix qui était fait parce que le contexte était quand même très très tendu et budgétairement et économiquement en 2013-2014 de mettre la priorité sur les corps de catégorie C avec deux étapes de revalorisation qu'on connaît en 2014 et 2015. Mais nous avons toujours dit, que ces mesures d'urgence ne valaient pas pour solde de tout compte de la négociation que nous attendions à l'époque sur les carrières et les rémunérations. Et nous avons toujours dit, tout au long de la négociation, et c'est d'ailleurs acté par le protocole, que nous n'accepterions pas que des corps d'encadrement soient exclus de PPCR. Et donc, certes, il y a quelques lignes dans le protocole, mais aujourd'hui, il nous appartient de rappeler très régulièrement au gouvernement que la mise en œuvre, effectivement, qui est annoncée, et celle que nous attendons, c'est celle de tout PPCR. Même si parfois on peut penser que PPCR a été l'occasion de faire un peu plus, mais ça, bon,
on ne va pas faire de débat sur l'application. Voilà, donc voilà un peu ce que je tenais à rappeler ici devant cette salle. Un dernier petit mot, parce que je pense que peut-être que Nathalie l'a dit hier, mais je ne sais pas le contenu de vos échanges ici dans cette salle. Il y a un autre sujet qui figure aussi dans le protocole, mais qui n'est pas que lié au sujet des rémunérations. Et la rémunération n'est pas la seule traduction de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'égalité professionnelle. C'est un sujet qui, nous semble-t-il, doit être traité de manière intégrée à chacun des autres sujets que nous avons à traiter, dont celui de la rémunération et de l'architecture statutaire. Et que l'un des motifs à veiller à un certain nombre de points dans les parcours professionnels et dans la reconnaissance qui est apportée à des agents qui s'engagent dans des domaines qui sont les vôtres, il nous semble important de veiller à ce que le secteur hospitalier, dont on entend beaucoup parler, ne soit pas traité différemment, ou qu'en tout cas le secteur social et médico-social soit aussi bien traité que le secteur hospitalier, alors même que parfois il est le grand oublié des discours, mais aussi malheureusement du coup les agents qui y travaillent sont parfois les grands oubliés des revendications et des réformes qui peuvent se mettre en œuvre. En tout cas, je tenais à vous le dire, à la CFDT, c'est un point un peu central de nos réflexions, de nos préoccupations, et du coup qui est toujours présent là aussi dans les revendications, y compris très statutaires et très techniques que nous pouvons porter. Voilà les 2-3 messages que je souhaitais vous apporter. Et encore une fois, merci à Michel et félicitations à Anne et bienvenue dans le cercle des femmes qui ont la responsabilité d'être secrétaire générale dans l'organisation qui est la nôtre. Merci Mylène. C'est pas vraiment rassurant de constater qu'on n'est pas la seule fonction publique à trouver que les choses vont trop lentement et que certains sujets ne sont même pas abordés. Merci beaucoup Mylène donc, pour cette intervention. Tu as commencé à déflorer un petit peu le thème suivant qui est celui de la transposition des avancées que la fonction publique d'État donne. La fonction publique d'État, c'est un peu comme une banque un peu connue, hein, une banque mutualiste. Elle donne le là, mais ça a du mal à arriver jusqu'à la fonction publique hospitalière. Voilà. Au niveau de la fonction territoriale, il y a un système qui fait que ça fonctionne un petit peu mieux, et Mylène pourra peut-être nous l'expliquer, mais la fonction publique hospitalière, on se sent vraiment la dernière roue du carrosse dans les avancées statutaires. On est un peu surpris de constater que quand on n'a pas encore, on est encore en train de discuter de l'échelon spécial, notamment dans le corps des DH, alors que au niveau de la fonction publique d'État, ils en sont déjà à se poser la question de le transformer, voire ils l'ont déjà transformé en indice sommital. Pourquoi est-ce qu'on ne zappe pas tout de suite l'étape échelon spécial pour se caler directement sur la fonction publique d'État et donc gagner un tour relativement long? Donc voilà, c'est la première question, c'est comment faire pourquoi la fonction publique hospitalière est toujours la plus maltraitée d'une certaine façon. En tout cas, c'est clairement perçu comme tel. Et on a des décalages quand même qui sont conséquents en termes de temps. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit plus le cas? Et comme on a un timing un petit peu serré, je vais quand même tout de suite poser la question, enfin la troisième. Pardon. Ah oui, vas-y. Non, c'est concrètement, pour faire court, c'est face à tout ce qui a été dit et toutes ces difficultés rencontrées, que peut-on faire dans un contexte 2017 assez particulier, puisqu'il va y avoir une période électorale, comme chacun sait, même si on ne connaît pas tous les acteurs. On sait que certains n'y seront pas, ça fait penser à certaines émissions.
Et que l'après-élection, il y aura une nouvelle équipe qui se mettra en place, qui nous dira attendez, je viens d'arriver, je prends connaissance des dossiers, etc. Donc il y a un risque que 2017 soit une année relativement blanche, alors même que la réalité sur le terrain ne va pas être mise entre parenthèses en 2017, bien au contraire, ça s'accélère de plus en plus. Donc comment faire pour que 2017 ne soit pas cette année blanche et qu'on puisse avoir des avancées significatives. Donc voilà les deux questions sur les transpositions et sur cette année que l'on espère pas blanche. Peut-être Mylène pour commencer, merci. Alors, du coup, je vais enchaîner. Sur la question de la transposition, alors je vais être très clair, à la hache. J'ai envie de vous dire, à voir et à entendre les trois versants, chacun des versants a l'impression qu'il est plus maltraité que l'autre. Donc, finalement, sur un sujet, l'un peut aller plus vite, sur l'autre, plus lentement. En tout cas, que les choses soient très claires. Nous, on espère toujours la banalisation des échelons contingentés. Je ne sais pas si c'est de nature à vous rassurer ou pas, mais en tout cas, à l'État, les échelons contingentés, les échelons sommitaux contingentés, tout comme le graphe, le sont toujours. Voilà, donc, bon, c'est comment dire, je ne sais pas si ça vous console ou si ça vous rassure, mais en tout cas, voilà, sachez que vous n'êtes pas plus maltraité que tel ou tel. Alors sur la question, du calendrier, alors je l'ai dit, le versant État n'est pas chef de file. Je veux dire, il n'y a pas un chef de file. Voilà. Et que sur certains corps, je pense notamment à la filière paramédicale, le versant hospitalier avait intérêt à ne pas être à la traîne parce que le protocole a acté que l'année 2016 serait l'année de la mise en œuvre de la revalorisation pour l'ensemble des corps de catégorie C et pour la filière paramédicale. Et que la filière paramédicale, jusqu'à plus ample informée, elle est quand même bel et bien essentiellement sur le versant hospitalier. Et que donc, voilà, il arrive que les choses se fassent assez rapidement. Donc, premier point. Après, il y a, je vais le dire en version politiquement incorrecte, mais claire, quand on mène des négociations sur l'ensemble de la fonction publique, vous avez dans la salle les représentants de la fonction publique et puis des représentants des différentes directions, la direction de la fonction publique, la direction, la DGCL, donc des collectivités locales, et puis la DGOS, et puis un quatrième acteur, qui est le collège des employeurs, avec donc des représentants des employeurs territoriaux et des représentants des employeurs hospitaliers. Alors, bon, bref, on ne va pas lancer ici le débat, mais je m'interroge toujours. Mais, en tout cas, la FHF est présente et la FHF s'exprime. Et de manière, comment dire, assez peu encline à voir se mettre en œuvre des revalorisations statutaires ou indiciaires pour les agents. Donc, voilà, vous avez aussi des freins liés à la structure et à ce que sont les différents versants. Ceci dit, la loi et les règles sont quand même les mêmes pour tous et que parfois, ne nous en déplaise, et y compris parce que nous sommes fonctionnaires, il nous appartient de les appliquer et de les mettre en œuvre. Voilà, donc sur la transposition, c'est très clairement ça, et que quand le gouvernement prend un engagement, généralement, il aime bien que les choses soient respectées, et que la pression, du coup, elle est forte sur les directions qui ont à mettre en œuvre le protocole, et je dois dire qu'en tant que signataire, nous participons assez largement à cette pression qui s'exerce sur les directions, même si par ailleurs nous y avons des sections syndicales
Voilà. Donc, mais c'est vrai que la pression est forte en raison du calendrier que chacun connaît. Ce qui m'amène à 2017. Et que 2017, j'ai envie de dire, certes c'est une seule et même année, mais dont on se doute bien qu'elle va s'organiser quand même en 2 temps assez distincts. Alors, sur le début de l'année 2017, ça sera très très clairement le point qui donnera la plus grande visibilité à la mise en œuvre du protocole PPCR, puisque là vous aurez eu la refonte de la catégorie C qui va se mettre en œuvre avec le passage de 4 à 3 grades. Le reclassement dans la nouvelle grille de catégorie B, même s'ils ont déjà eu une première revalorisation indiciaire en 2016. Mais là, la mise en œuvre de la nouvelle grille, ça sera aussi au 1er janvier 2017. Et vous avez la mise en œuvre de la nouvelle grille pour les agents de catégorie A et le transfert prime point pour les catégories C et A. Donc on voit très clairement que déjà, ce ne sera pas une année blanche pour les agents. Deuxième sujet, qui lui aussi est lié à PPCR, je le rappelle, c'est la question de la valeur du point d'indice. On a obtenu, alors après quelle que soit l'appréciation qu'on porte, mais en tout cas, le dégel de la valeur du point a été acté avec une revalorisation en 2 temps, même si on aurait préféré que ce soit plus, que ce soit mieux, que ce soit différemment, mais n'empêche que au 1er février 2017, il y aura une nouvelle petite, certes, mais quand même augmentation de la valeur du point de 0,6%. Et qu'il nous appartiendra, encore une fois, de mettre la pression sur les gouvernements à venir, puisque pour nous, le dégel, la valeur du point a été certes dégelée, mais qu'on est quand même encore loin de tout ce que nous pouvions attendre, et que, au regard de ce que nous avons porté comme revendication sur les grilles, et au regard de ce que nous avons signé, les grilles nouvelles qui vont se mettre en œuvre très clairement à partir de 2017 ne vivront que si le point est régulièrement revalorisé. Parce que des grilles, pour les faire vivre, et on a bien vu les impacts qu'ont eu les 5 ou 6 années de gel de la valeur du point sur les grilles, on voit bien ces impacts qui ont été énormes et qui ont amené à cette refonte dans le cadre de PPCR. On voit bien que pour qu'une grille soit vivante, non seulement il faut qu'on se donne les moyens de la réviser quand même de temps à autre, mais il faut aussi qu'elle soit vivante grâce à la valeur du point. Merci Mylène. Peut-être juste avant que vous preniez la parole, s'il est possible de rajouter des petites questions. Donc on est très rassuré de voir que pour les agents, ça va avancer. Mais donc dans les réponses, d'intégrer le surcoût que ça aura pour les établissements et d'intégrer ceux qui n'ont pas la chance de voir toutes ces évolutions se profiler. Merci. Alors plusieurs choses. Donc, premièrement, par rapport à ce que vient de dire Mylène, il y a peut-être eu un abus de langage tout à l'heure sur les fonctions publiques. On est bien d'accord, c'est la fonction publique et les 3 versants. C'est comme ça qu'on s'intègre et qu'on envisage et qu'on développe notre action. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, effectivement, parce que je pense qu'il y a des propos, je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on conçoit les choses et dont on les perçoit, sur le côté selon lequel la fonction publique hospitalière serait systématiquement la dernière roue du carrosse, et je veux dire, il faut faire attention à la portée des mots, qu'elle serait maltraitée, parce que derrière, après, on finit par créer quasiment de ces mots une représentation de ce qu'on serait versus les autres. Au-delà du fait que, éventuellement, ça serait susceptible de mettre en cause, la manière dont les dossiers sont défendus et sont portés vis-à-vis du ministère de la fonction publique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que ça ne traduit pas la réalité. Parce que je pense qu'effectivement, Mylène l'a dit, chacun voit cette réalité au travers de son propre regard, ses propres lunettes, quelque part. Et quand on va, je peux vous dire que régulièrement, quand on va
défendre des textes en interministériel, on a un peu le sentiment que, c'est d'abord encore la fonction publique. J'entends à la fois aujourd'hui, ça n'avance pas, il ne se passe rien, on ne défend rien, et quand on va en interministériel, c'est encore la fonction publique hospitalière qui arrive avec et des nouveaux textes et ses spécificités. Parce qu'encore une fois, quand on parle, par exemple, moi j'ai découvert ça, sur la question de l'alignement du statut des DH sur le statut des administrateurs civils, l'alignement, mais pas tout l'alignement, parce que pas de taux de pro-pro pour le passage hors classe, chez nous. Chez les administrateurs civils, il y a... Donc toutes les dispositions ne sont pas systématiquement équivalentes. Donc il y a à la fois des vrais sujets de convergence, à un moment donné, des tendances lourdes, mais il y a aussi à un moment donné, toujours l'expression d'une certaine forme de ce qui fait, j'allais dire, la culture, l'histoire de chacun de ces versants et la spécificité de ces statuts. En tout cas, moi je voudrais vraiment dire que nous n'avons pas le sentiment, et encore une fois, qu'il y ait une forme de discrimination et une forme, quelque part, de maltraitance vis-à-vis de ce versant-là par rapport aux autres, et ce qui vaut pour les corps de direction, mais encore une fois, quand on parle des fonctions publiques, Mylène y a fait référence, nous ne venons pas et nous ne portons pas que des dossiers qui concernent les corps de direction, mais aussi l'ensemble des statuts, des personnels paramédicaux, et avec, là aussi, des justifications ou des demandes de prise en compte de spécificité. Deuxièmement, sur la question de savoir si il ne s'est rien passé en 2016 et ne va-t-il rien se passer en 2017 ? Je pense, mais peut-être que je n'ai pas été assez convaincant, qu'il ne s'est pas rien passé en 2016 et qu'on va continuer à faire en sorte qu'il se passe des choses jusqu'à la fin de 2016. Et je crois qu'il se passera forcément des choses en 2017 pour la raison suivante. D'abord, j'aurais tendance à ne pas considérer qu'il y aura 2, mais 3 séquences en 2017. Schématiquement, j'aurais tendance à... Il y a le premier trimestre, qui va aussi, au-delà de ce qui est d'ores et déjà prévu, être un temps où nous allons continuer, après le 31 décembre, à porter un certain nombre de textes dont j'ai parlé tout à l'heure et dont on peut imaginer que tous les arbitrages ne seront pas forcément rendus pour la fin du mois de décembre. Donc il va y avoir la volonté de continuer à porter ces textes. Il y aura une deuxième séquence qui sera forcément une séquence un peu particulière, qui ira du mois d'avril au mois de juin, qui sera pour les raisons que l'on comprend. Et il y aura une troisième séquence qui s'annoncera à partir de l'été, avec, quoi qu'il advienne, et sans faire de politique fiction, de toute façon, l'installation d'un nouvel exécutif, l'installation d'une nouvelle équipe ministérielle, et le fait d'être, donc ça sera notre boulot, mais d'être à l'écoute aussi de ce que cette nouvelle administration, cette équipe gouvernementale voudra. Et là, j'aurais tendance à dire par rapport à ce que disait Hubert, il n'y a pas forcément que le côté, ils vont nous dire, attendez, on découvre les dossiers, on a besoin d'y voir un peu clair, on va temporiser. Je pense que ce qu'il faut aussi avoir en tête, et c'est aussi le rôle de nos administrations centrales à ce moment-là de s'y préparer, c'est que cette équipe gouvernementale, elle arrivera avec ses projets. Donc je ne suis pas capable de dire aujourd'hui ce que seront les priorités, ce que seront les sujets portés en matière de santé, et éventuellement vis-à-vis des professionnels du système de santé de cette équipe, de ce nouvel exécutif. Mais très clairement, si on se projette sur l'année 2017, à partir de l'été, un des sujets sera pour nous, et donc on s'y préparera le moment venu, mais de savoir comment mettre en œuvre les orientations qui seront à ce moment. Donc là, il y a le prisme qui consiste à dire, par rapport à un certain nombre de sujets, comment ceux que nous portons vont être appropriés, c'est une chose, mais il y aura de toute façon le prisme consistant à dire, de toute façon, on sera sur un début de mandat, avec une équipe gouvernementale qui aura des projets sur lesquels elle aura été élue et qui nous sera demandé, en concertation naturellement avec l'ensemble des partenaires, de mettre en œuvre. Excusez-moi, je veux juste remercier Mylène Jacot qui nous quitte. Merci beaucoup, Mylène. Troisième sujet, et de toute façon, au-delà des questions
purement statutaire. L'actualité, pour ce qui concerne, et si on revient à ce moment-là sur le secteur hospitalier, et en particulier les corps de direction, j'allais dire, de toute façon, compte tenu de ce qui est en train de se passer, ce qui s'est engagé, et Daniel y a fait à nouveau référence tout à l'heure par rapport au GHT, mais là aussi, le 31 décembre 2017 ne va pas être une date butoir. Je veux dire, l'actualité de 2017, elle sera fortement marquée par la poursuite du processus de mise en place dans toutes ses dimensions des GHT, et y compris dans l'accompagnement sur les volets, les volets statutaires qu'on a évoqués tout à l'heure. Et j'y ajouterai un sujet, moi, qui me paraît un sujet effectivement extrêmement important, qui est la question du séminaire. Je voudrais y revenir. Daniel, je l'ai juste cité tout à l'heure. Daniel a un petit peu plus développé. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, on se plaint trop souvent qu'à un moment donné, on est dans des processus, j'allais dire, d'inflation réglementaire, de production de normes qui viennent s'entasser les unes aux autres, sans forcément toujours y voir la cohérence, ou sans forcément toujours avoir le temps de digérer les réformes. C'est vrai, y compris sur les questions statutaires. Ce qui est proposé là, c'est un moment. Alors c'est vrai que ça a pu être, on a pu imaginer que certains prenaient ça comme une manière de gagner du temps. Je pense que ce qui est proposé, c'est un vrai moment de réflexion sur l'évolution des fonctions de direction dans un environnement dont tout le monde considère et s'accorde à considérer qu'il est effectivement extrêmement mouvant depuis plusieurs années, soumis à des contraintes de changement, éventuellement à un certain nombre de tensions, certaines étant d'ordre budgétaire, mais le changement ne porte pas que sur le versant budgétaire. Et à ce moment-là, dans une articulation entre l'impulsion d'une réflexion au niveau national et ensuite une déclinaison et une appropriation au niveau régional, de se poser la question, de prendre une espèce de temps, un peu de respiration et de prise de recul sur le regard qui est porté sur l'évolution du métier. Et j'allais dire de ce point, et ça me paraît, sincèrement, ça me paraît quelque chose d'extrêmement, entre guillemets, à la fois porteur de sens et de nécessité au point où le métier en est aujourd'hui. Et ça consiste à appliquer, j'allais dire, dans un contexte très particulier, ce que nous faisons sur les autres, j'allais dire, sur quantité d'autres professions dans la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire à un moment donné, repenser le référentiel dit activité-compétence, le référentiel formation avec éventuellement, en conséquence d'une évolution des activités et des compétences identifiées comme prioritaires, une adaptation de la formation, et ensuite le troisième volet étant le volet statutaire. Mais ce temps d'échange, de réflexion et de mise en perspective qui doit s'inscrire très clairement sur le premier trimestre ou le premier semestre 2017 me semble être un moment important pour la profession, dès lors qu'on se projette, qu'on essaye de se projeter sur l'année 2017 et d'imaginer et d'espérer que ce ne soit pas du temps perdu. SAC CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.